Imaginez-vous réveillé en pleine nuit par un bruit sourd, comme un grondement continu qui se rapproche. Vous ouvrez les yeux et réalisez que l'eau monte, qu'elle est déjà dans votre salon, qu'elle continue de grimper inexorablement. Vous avez quelques minutes pour sauver ce qui peut l'être, pour réveiller vos proches, pour fuir. C'est exactement ce qui s'est passé en janvier 96 dans la vallée du Rhône. Une catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle qui a pris tout le monde de court et qui franchement aurait probablement pu être évitée si on avait écouté les bonnes personnes au bon moment. Mais j'y reviendrai. Nous sommes à l'automne 95. Dans le sud-est de la France, personne ne se doute encore de ce qui se prépare. Pourtant, les signes sont là. Depuis septembre, il pleut. Beaucoup, vraiment beaucoup. Les sols sont déjà gorgés d'eau quand débute le mois d'octobre. Et là, ça devient problématique. Du 15 octobre au 10 novembre, il tombe sur les Cévennes l'équivalent de 6 mois de précipitations. 6 mois en 3 semaines. Pour se donner un ordre d'idée, on parle de plus de 1000 mm de pluie à certains endroits. C'est colossal. Les rivières commencent à sortir de leur lit. Les petits affluents du Rhône gonflent dangereusement. Mais bon, on est en automne, c'est la saison des pluies dans le sud, rien d'exceptionnel, se disent les autorités. Sauf que voilà, la pluie ne s'arrête pas. Novembre arrive, puis décembre, et il continue de pleuvoir. Les nappes phréatiques sont saturées. Les sols ne peuvent plus rien absorber. Chaque goutte qui tombe ruisselle directement vers les cours d'eau. Le Rhône commence à monter sérieusement. Ses affluents aussi. L'Ardèche, la Durance, l'Isère, le Gard, tous gonflent comme jamais. À Météo France, les prévisionnistes surveillent la situation avec une inquiétude grandissante. Mais en 95, rappelez-vous, il n'y a pas encore de système de vigilance météorologique comme aujourd'hui. Pas de couleur, pas d'alerte rouge ou orange. Juste des bulletins qui parlent de fortes pluies. Des mots qui clairement ne reflètent pas l'urgence de la situation. Et puis arrive janvier 96, le mois qui va tout faire basculer. Le 8 janvier 96, nouvelle perturbation, nouvelle pluie torrentielle. Mais cette fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Littéralement. En quelques heures, le Rhône atteint des niveaux jamais vus depuis un siècle. À Lyon, le fleuve monte de plusieurs mètres. Les quais sont submergés. Les routes le long du Rhône deviennent des torrents. Plus au sud, c'est encore pire. À Valence, l'eau envahit les quartiers proches du fleuve. Les habitants, réveillés en pleine nuit par les sirènes des pompiers, n'ont que quelques minutes pour évacuer. Certains montent aux étages, d'autres fuient en pyjama sans rien prendre. L'eau monte tellement vite qu'il n'y a pas le temps de réfléchir. Voici Marcel Durand, 68 ans, qui habitait un petit pavillon à la périphérie de Valence. J'ai entendu un bruit bizarre vers 3 heures du matin, comme une cascade. Je me suis levé et j'ai vu l'eau qui rentrait sous la porte. En 10 minutes, j'en avais jusqu'aux genoux. Mon mari a attrapé nos papiers, notre chat, et on est sorti. La rue était déjà transformée en rivière. Des voitures flottaient. C'était surréaliste. Et franchement, quand on lit ces témoignages, on se rend compte à quel point les gens n'étaient pas préparés. Parce que personne ne leur avait dit que ça pouvait arriver. Personne ne leur avait expliqué qu'après des mois de pluie, le Rhône pouvait sortir de son lit avec cette violence. À Avignon, c'est la même chose. Le Rhône déborde sur la rive droite, des quartiers entiers sont sous eau. Le pont Saint-Bénézet, le fameux pont d'Avignon, se retrouve les pieds dans l'eau. Les routes sont coupées, des milliers de personnes sont isolées. Mais le pire, c'est dans les petites communes, le long du fleuve. À Roquemaure, à Beaucaire, à Tarascon, l'eau monte jusqu'à 2 mètres dans certaines rues. Les rez-de-chaussée sont noyés. Les commerces dévastés. Les habitants, souvent des personnes âgées qui vivent là depuis toujours, regardent impuissants leur vie partir à la dérive. Pendant que le Rhône fait les gros titres, un autre drame se joue en parallèle. L'Ardèche, cet affluent capricieux du Rhône, connaît une crue encore plus violente, plus soudaine, plus dévastatrice. Le 9 janvier, l'Ardèche sort de son lit avec une brutalité inouïe. À Vallon-Pont d'Arc, célèbre pour ses gorges magnifiques, le décor de carte postale se transforme en piège mortel. L'eau monte de 8 mètres en quelques heures. 8 mètres. Imaginez un immeuble de 2 étages, submergé. Les campings situés en bord de rivière sont balayés. Des mobile homes sont emportés comme des jouets. Heureusement, on est en janvier, hors saison touristique. Mais certains gérants vivent sur place toute l'année. Ils n'ont que le temps de fuir. À Aubenas,
La préfecture d'Ardèche, c'est la panique. Le centre-ville est inondé, l'hôpital doit être évacué en urgence, les patients, certains en soins intensifs, sont transférés dans des conditions épouvantables vers d'autres établissements. Une opération logistique cauchemardesque en pleine catastrophe naturelle. Et là, je dois dire un truc qui m'énerve, parce qu'en fait, cette crue de l'Ardèche, elle était prévisible. Des hydrologues avaient averti les autorités depuis des années que le risque était réel, que des aménagements étaient nécessaires, que certaines zones ne devaient pas être constructibles. Mais comme souvent, on n'a pas écouté. On a continué à construire en zone inondable, à bétonner les berges, à imperméabiliser les sols. Et après, on se dit surpris quand l'eau reprend ses droits. Pendant que la catastrophe se déroule, des milliers de personnes se mobilisent, les pompiers, bien sûr, qui enchaînent les interventions sans dormir, les gendarmes qui évacuent les zones à risque, mais aussi les bénévoles, les associations, les voisins qui s'entraident. À Valence, des hélicoptères de la sécurité civile tournent sans arrêt pour élitreiller les personnes isolées. Certaines sont bloquées sur leur toit depuis des heures, frigorifiées. D'autres se sont réfugiées aux étages de leur maison, attendant les secours en regardant l'eau continuer de monter. Dans les gymnases, les salles des fêtes, les écoles, des centres d'hébergement d'urgence sont improvisés. Des centaines de personnes y trouvent refuge. Certaines n'ont rien pu sauver. Elles arrivent avec les vêtements qu'elles portaient la nuit de l'évacuation. Des familles entières, des personnes âgées désorientées, des enfants apeurés. Et là, je trouve ça beau de voir comment les gens se sont serrés les coudes, comment des inconnus ont ouvert leurs portes à d'autres inconnus, comment des restaurateurs ont préparé des repas gratuits pour les sinistrés, comment des commerçants ont donné des vêtements, des couvertures, des produits de première nécessité. Parce que franchement, dans ces moments-là, on voit le meilleur de l'humanité, mais on voit aussi les failles du système, l'absence de préparation, le manque de moyens, les dysfonctionnements dans la communication entre les différents services. Quand l'eau commence enfin à redescendre, mi-janvier, l'heure est au bilan. Et il est lourd, très lourd. Officiellement, on compte 12 morts directement liés aux inondations. 12 vies fauchées par l'eau, des personnes qui ont voulu sauver leurs affaires. D'autres qui ont été surprises par la montée trop rapide de l'eau, un pompier emporté lors d'une intervention de sauvetage, mais au-delà des morts, il y a les traumatismes. Les centaines de familles qui ont tout perdu, dont les maisons sont détruites, dont les souvenirs, les photos, les objets précieux ont disparu dans la boue. Car oui, l'eau ne laisse pas que de l'eau, elle laisse de la boue, des tonnes de boue. Une boue épaisse, collante, qui envahit tout, qui s'infiltre partout, dans les murs, dans les planchers, dans les meubles. Et cette boue, il faut la nettoyer à la main, pendant des jours, des semaines. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 3 milliards de francs, soit environ 500 millions d'euros actuels. Des milliers de maisons endommagées ou détruites, des centaines d'entreprises ravagées, des exploitations agricoles noyées, des routes, des ponts, des infrastructures à reconstruire. Plus de 30 000 personnes ont été sinistrées. 30 000. C'est l'équivalent d'une ville moyenne qui se retrouve du jour au lendemain sans logement, sans travail, sans repères. Et ça, c'est juste le bilan comptable. Parce qu'il y a aussi tout ce qu'on ne peut pas mesurer. Le stress post-traumatique, les dépressions, les couples qui se séparent sous la pression, les personnes âgées qui ne s'en remettent jamais vraiment. Dans les mois qui suivent la catastrophe, tout le monde parle de plus jamais ça. Les politiques promettent de nouvelles protections, de nouveaux plans de prévention des risques d'inondation, de meilleurs systèmes d'alerte. Et bon, il y a eu des progrès, soyons honnêtes. Le système Vigicruise a été créé pour surveiller en temps réel les cours d'eau. Les plans de prévention des risques ont été renforcés. Certaines zones ont été classées inconstructibles. Mais franchement, quand on regarde ce qui s'est passé après, on peut se poser des questions parce que 27 ans plus tard, des gens continuent de construire en zone inondable. Des permis de construire continuent d'être délivrés dans des secteurs à risque. Comme si on avait oublié. Et puis, il y a la question du changement climatique. En 96, on n'en parlait pas encore vraiment. Mais aujourd'hui, on sait. On sait que les épisodes de pluie intense vont se multiplier, que les crues vont devenir plus fréquentes, plus violentes, que le Rhône va continuer de déborder. Alors oui, on a construit des digues, renforcé les berges,
mise en place des systèmes de rétention. Mais est-ce que c'est suffisant ? Personnellement, j'en doute. Parce que la vraie solution, elle est simple, mais elle dérange. Arrêter de construire là où il ne faut pas. Rendre de l'espace aux cours d'eau, débétonner, déimperméabiliser. Mais ça demande du courage politique. Ça demande de dire non à des projets immobiliers rentables, de sacrifier des intérêts économiques au profit de la sécurité collective. Et visiblement, ce courage, on l'a pas toujours. Aujourd'hui, en 2025, les survivants de 96 ont vieilli, certains ont reconstruit leur vie, d'autres portent encore les cicatrices de cette période. À Valence, Marcel Durand vit maintenant dans un appartement au 3e étage. Je ne pourrai plus jamais habiter en rez-de-chaussée, confie-t-elle. Chaque fois qu'il pleut fort, j'ai cette angoisse qui remonte. Cette peur de voir l'eau revenir. À Aubenas, certains commerces n'ont jamais rouvert. Des vitrines sont restées vides pendant des années. Des quartiers entiers ont mis plus de 10 ans à se reconstruire vraiment. Mais il y a aussi de belles histoires. Des solidarités qui sont nées pendant la catastrophe et qui ont perduré. Des associations créées pour venir en aide aux sinistrés qui sont toujours actives aujourd'hui. Des amitiés nouées dans l'adversité. Et puis il y a cette mémoire collective qui s'est forgée. Dans beaucoup de villes du Rhône, des repères de crues ont été installés. Des plaques qui indiquent jusqu'où l'eau est montée en 96. Des rappels pour les générations futures, des avertissements aussi. Parce que l'eau reviendra, c'est une certitude. Le Rhône débordera à nouveau, l'Ardèche sortira de son lit. Ce n'est qu'une question de temps. La question c'est, serons-nous mieux préparés la prochaine fois ? Les inondations du Rhône de 96 reste l'une des catastrophes naturelles les plus importantes qu'ait connue la France dans les dernières décennies. 12 morts, 30 000 sinistrés, des dégâts colossaux. Mais au-delà des chiffres, c'est toute une région qui a été traumatisée. Cette catastrophe aurait dû être un électrochoc, un moment où on se dit collectivement qu'il faut changer de modèle, arrêter de défier la nature, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, tout bétonner, tout aménager. Franchement, je pense qu'on n'a pas assez appris de 96. Oui, il y a eu des progrès. Oui, les systèmes d'alerte sont meilleurs. Mais fondamentalement, on continue de prendre les mêmes risques, on continue de construire là où il ne faudrait pas, on continue de croire qu'on maîtrise le fleuve, et quand la prochaine grande crue arrivera, parce qu'elle arrivera, on se demandera encore comment on a pu être pris par surprise. On cherchera des responsables, on promettra que cette fois, on a vraiment compris. Mais moi, ce que j'espère surtout, c'est que on n'attendra pas la prochaine catastrophe pour agir vraiment, pour prendre les décisions courageuses qui s'imposent, pour respecter enfin le Rhône et tous ces cours d'eau qui ont façonné nos paysages bien avant qu'on décide de s'installer sur leurs berges.